Fermez les yeux 2 secondes, concentrez-vous et imaginez-vous exploser un 720 en plein sur la tête de votre défenseur en mettant tout le buste au-dessus du cercle. Tout cela ressemble à un doux rêve, non? Eh bien, ce n'est pas le cas, car grâce au slam ball, c'est complètement possible. Mais le slam ball, c'est quoi? Eh bien, pour comprendre, il faut revenir au début des années 2000 et parler de cet homme, Mason Gordon. Âgé à l'époque de 25 ans, le basketteur se met en tête de se pencher sérieusement sur un projet qui le travaille depuis son adolescence. En tant que meneur de jeu gestionnaire, il n'avait que peu l'occasion de postériser ses adversaires. Est-ce pour ça qu'il a inventé le slam ball? Peut-être bien. En effet, l'idée était de créer un sport sur un terrain similaire à celui du basket, avec les mêmes paniers, mais en y ajoutant des trampolines, comme ceux utilisés en gymnastique. Persuadé qu'entre les mains il détient la potentialité de développer un sport ultra spectaculaire, avec les énormes dunks que ça pourrait engendrer, mais aussi le contact qui serait omniprésent, Gordon se met à bosser à fond sur son idée. Très sérieux dans son approche, il rencontre des profs d'EPS du California Institute of Technology, qui viennent valider les règles. Et dans cette université, il recrute quelques étudiants, qu'il invite ensuite dans des entrepôts de Los Angeles, histoire de tester le sport et d'affiner les règles. Le slam ball est né. En 2002, son projet semble abouti et l'inventeur entre en contact avec Mike Tollin, producteur pour la télévision et le cinéma avec lequel il travaille. Dans un restaurant, il lui présente alors son sport en dessinant des schémas sur la nappe, tout en vantant le fort potentiel télévisuel qu'il pourrait détenir. Il présente le slam ball comme une variation du basket, mais en plus spectaculaire, en plus excitant, car il mettrait en valeur les qualités acrobatiques des participants, mais aussi leur force physique au vu des collisions prévues entre les joueurs. En gros, pour performer, il faudrait mixer les qualités aériennes des basketteurs et la puissance des footballeurs américains pour aller piocher dans chacun de ces deux sports ultra suivis aux États-Unis les éléments qui plaisaient le plus aux fans. Dans son esprit, Gordon voulait donner à sa création l'aspect surréaliste d'un jeu vidéo, à la NBA Jam un peu, et force est de constater, quand on regarde les highlights des matchs, que c'est réussi. Dans le slam ball, 2 équipes de 4 joueurs sont opposées. Bien sûr, ils portent de grosses protections et leur objectif est de marquer un maximum de paniers à l'aide des 4 trampolines, appelées hills, placées sous le cercle. Parce que ouais, s'il est possible de prendre un shoot et de marquer sans au préalable réaliser un saut vertigineux, ce genre d'action est encouragé. En effet, un dunk avec trampoline vaut 3 points contre seulement 2 points quand ce n'est pas le cas. Vous commencez là à capter un peu à quel point la dimension spectaculaire est encouragée dans ce sport. Pour aller plus loin, vu que le jeu est très rapide et très aérien, les postes sont bien différents de ceux du basket. En gros, parmi les 4 joueurs, on a un handler qui distribue le ballon et joue le rôle de meneur de jeu, 2 gunners dont le but est de scorer un max de paniers aériens et un stopper qui lui est surtout là pour défendre et tenter de poser de gros contres sur les attaquants adverses. Ouais, dans le slam ball, constamment il faut se tenir prêt, car du fait qu'il n'y ait pas de sortie, les arrêts de jeu sont peu nombreux. Et oui, pas de sortie car dans le slam ball, comme au hockey sur glace, le terrain est délimité par des vitres en plexiglas, qui permettent au ballon de constamment rester en jeu. En termes d'intensité et de cardio, il faut se rendre compte qu'on est sur une sacrée dinguerie, et la condition physique que ce sport demande est assez extrême. Si pas mal de règles ensuite sont similaires à celles du basket, il n'en est rien pour ce qui est des contacts autorisés. Parce que oui, dans le slam ball, il est permis de mettre une énorme charge à son adversaire, qu'il ait le ballon ou non d'ailleurs, c'est violent. Seuls les plaquages dans les airs ou dans le dos sont interdits et conduisent à des fautes. Il faut également attendre qu'un joueur en possession de la balle ait posé un dribble pour le charger. Mais à part ça, absolument toutes sortes de collisions est tolérée. Après un coup de sifflet, il n'y a pas de lancer, la balle est rendue à l'attaque, tandis qu'un joueur sera exclu au bout de 3 fautes personnelles. De plus, pour encore accélérer les actions, le temps par possession n'est pas de 24, mais de 15 secondes, dans des parties qui se déroulent en 4 quarts-temps de 6 minutes. Le chrono n'est arrêté que lorsqu'une faute est sifflée ou qu'un temps mort est accordé. En cas de dispute entre 2 joueurs pour le ballon, il n'y aura également pas d'entre-deux. On rendra la balle à la défense. Ok, le projet semble plutôt bien ficelé, et Tollin, le producteur, commence à écouter son interlocuteur d'une oreille attentive. Et puis ça tombe bien, le mec est passionné de basket. Il avait déjà produit une mini-série télé avec Shaquille O'Neal en 1998, avant de continuer plus tard sur sa lancée, en produisant Coach Carter en 2005, The Last Dance en 2020, et tout un tas de documentaires sur différents joueurs, comme Allen Iverson, Carmelo Anthony ou encore Kareem Abdul-Jabbar. Autant dire que Mason Gordon, en 2002, avec Mike Tollin, s'était adressé à la bonne personne. Le problème, c'est que pour que ça fonctionne, il fallait également convaincre le boss de Spike TV, Albie Hecht, qui malgré l'appui de Tollin, demandait à en voir davantage. C'est ainsi que Gordon, toujours avec des joueurs recrutés au California Institute, organisa un premier tournoi. Il n'en fallait pas plus, les représentants de la chaîne télé furent ébahis, et le contrat fut directement signé pour un essai de 2 saisons, en 2002 et en 2003. Notons que Pat Crochet, alors propriétaire des Sixers, participa lui aussi à la création de ce projet. Quoi qu'il en soit, c'est l'explosion. Spike TV ne s'attendait pas à un tel engouement. Si la première saison a permis de sensibiliser le public à ce nouveau sport, l'ouverture de l'exercice 2003 affola les foules. Plus de 2,3 millions de téléspectateurs pour le season première, un chiffre incroyable. Pour vous donner un ordre d'idée, à quelques milliers de téléspectateurs près, c'était le même chiffre qu'un match de MLB diffusé le même soir entre les Cardinals et les Mets. Une petite folie donc quand même pour un sport émergent. Même dans la 6e saison des frères Scott, on y voit les acteurs pratiquer le slam ball. C'est clairement le début de la fame et l'histoire semblait alors posséder toutes les bases nécessaires pour devenir magnifique. Mais problème, au bout de 2 saisons, Gordon et Spike TV n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le nouveau deal et le slam ball disparaît des ondes. Si de temps en temps on pouvait encore voir des highlights sur des chaînes comme NBC, CBS ou encore Cartoon Network, cela restait très occasionnel et la popularité de ce basket sur trampoline
trampoline a rapidement baissé. Beaucoup pensaient alors que le slam ball était mort, et ne le considéraient plus que comme un vague souvenir, qui avait duré 2 ans, qui était chouette, mais qui finalement était rapidement oublié. Cependant, ne pensez pas que Gordon allait abandonner son bébé comme ça, ce serait mal le connaître. Oui, la ligue fut dissoute et suspendue pendant 5 ans, mais pendant ce temps, fidèle à lui-même, dans l'ombre, l'inventeur a travaillé, afin de revenir encore plus fort, avec un produit d'encore meilleure qualité qui allait toucher un public bien plus important que celui des États-Unis. Pour ça, en 2008, il organisait une détection ouverte à tous pour recruter un maximum de joueurs qualitatifs. Son but, relancer la ligue et l'amener à un niveau encore supérieur à celui qu'elle avait connu quelques années plus tôt. À ce moment-là, Gordon avouait sans hésiter que l'arrêt de la diffusion avait été un coup dur et que le slam ball n'avait absolument pas connu la trajectoire exponentielle qu'il promettait en termes de popularité. Cependant, il insistait sur le fait que la ligue était gérée de façon saine, que le sport plaisait, fonctionnait bien et qu'il n'y avait donc aucune raison de le laisser tomber. Si vous regardez l'histoire de certains sports majeurs qui se sont popularisés ces dernières années, comme le skateboard ou les arts martiaux, vous vous rendez compte qu'eux aussi ont parfois connu des difficultés dans leur développement. Ils ont fait de très bonnes choses, ils ont rencontré des obstacles, puis ont à nouveau fait de très bonnes choses. À certains moments, ces sports avaient presque disparu, puis ils sont revenus et détiennent leur propre marché, ils appartiennent à la pop culture. Je pense que le slam ball suit cette même trajectoire. Le souci, c'est que contrairement au skate, pour jouer au slam ball, tu as besoin de bien plus de matériel qu'une simple planche et des roues. Si le sport était attractif grâce au spectacle qu'il véhiculait, sa pratique, elle, était bien plus compliquée pour une personne lambda, et clairement, ce fut le problème majeur auquel Gordon dut faire face dans le développement de son sport. Néanmoins, et c'est la preuve que le slam ball avait marqué les esprits, beaucoup d'adolescents créaient leur propre terrain de façon artisanale, afin qu'eux aussi puissent s'envoyer tomard sur la tronche. Et puis rappelez-vous que l'objectif de Gordon, c'était de rendre ce sport populaire au niveau planétaire. Ok, il n'était pas diffusé à la télé, et alors? Il allait organiser une tournée autour du globe pour organiser des matchs de slam ball partout dans le monde, notamment en Italie, en Chine, en Espagne et en Australie, où son sport, encore une fois, connut très rapidement un franc succès auprès des fans qui s'arrachaient les billets à chaque show. Dans tous ces pays, les producteurs ne sont pas insensibles au buzz que ce sport provoque, et au début des années 2010, Gordon commence à signer de nouveaux contrats télé avec tout un paquet de chaînes internationales. Et oui, vous l'avez compris, le slam ball était en train de renaître de ses cendres. Ces pays représentent nos plus gros marchés à l'heure actuelle et diffusent le slam ball sur certaines de leurs plus grosses chaînes. Avoir atteint ce niveau de façon si précoce en termes de développement est quelque chose dont je suis très fier. En Chine, tous les ans, un immense tournoi est organisé et réunit les meilleurs joueurs de slam ball du monde. Plus de 100 athlètes se réunissent alors et sont parfois coachés par d'anciennes légendes NBA comme Kenny Anderson ou encore John Starks. Avec l'émergence des réseaux, le basket sur trampoline bénéficie en plus d'une exposition phénoménale à cette époque, avec des fans du monde entier qui se partagent de façon virale les highlights de ce sport spectaculaire. Pour Gordon, c'est gagné. Aujourd'hui, le slam ball est pratiqué dans plus de 100 pays, et la France fait partie d'eux, avec des clubs à Paris, Dijon, Besançon, Reims et Marseille notamment, même si les structures onéreuses limitent toujours son développement. Mason Gordon, lui, est en constant lien avec les ligues internationales pour les aider à faire progresser son sport, et aujourd'hui, il nourrit de très grosses ambitions. J'ai pour objectif que le slam ball fasse partie des sports testés pour de futurs Jeux Olympiques. Il y a déjà une Coupe du Monde de slam ball, des tas de tournois dans le monde entier, et une saison régulière qui prend place aux États-Unis pour faire le pont entre la fin de la saison NBA et le début de la saison NFL. S'il y avait un sport qui pouvait boucher le trou entre les moments de diffusion correspondant à ces deux ligues, il s'agissait bien du slam ball. Aujourd'hui, dans la ligue officielle financée par IMG depuis 2008, il y a 8 équipes. Jusque-là, un match par semaine ainsi que les phases finales étaient diffusées sur CBS. Certains joueurs comme Kevin Stapleton, Dunkerton Johnson ou Marcus Rivers sont ainsi devenus des stars à leur échelle. Et vous savez quoi, l'an dernier, nous avons même appris que cet été-là, grâce au soutien de certains investisseurs comme Blake Griffin, la saison estivale qui se disputera à Las Vegas sera diffusée pour la première fois intégralement en live. Ouais, ESPN vient de racheter les droits pour un contrat de 2 ans, une seconde chance en or pour Gordon de continuer à populariser son produit. Pour ce grand retour à la télévision, une nouvelle draft a été organisée. Christian Grey a été choisi en first pick, et l'opening day prendra place le 21 juillet, pour une saison d'environ 1 mois. Pour la première fois depuis 2003, les Américains pourront donc suivre assidûment la saison de slam ball, et Mason Gordon espère, on l'imagine, un buzz phénoménal pour pourquoi pas toucher du doigt son rêve, et permettre à son slam ball un jour de devenir un sport olympique. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais pour finir, ce serait pas mal d'ajouter un truc fun, non? Eh bien sachez que dans le film Retour vers le futur 2, sorti en 1989, soit 13 ans avant la création officielle du slam ball, on y évoque ce basket sur trampoline. Oui, le scénario prend place dans le futur, en 2015, et dans cette fiction, ce sport fait même la une du quotidien USA Today, tellement il est populaire. Comme quoi, même si aujourd'hui, on ne se déplace toujours pas avec des skates volants comme le faisait Marty McFly, Robert Zemeckis avait quand même pu anticiper certaines évolutions, et le slam ball en fait définitivement partie. Gordon, qui avait 14 ans au moment de la sortie de ce film, s'en est-il inspiré? Ça, la légende ne le dit pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, son projet est en train de prendre de plus en plus de poids dans le sport collectif mondial. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.